Bonjour à vous et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Martin avec vous. Un grand plaisir encore une fois de vous retrouver aujourd'hui. Soutenu par mon associé, M. Éric Mermot de Genève, nous avons une belle entrevue exclusive à vous présenter aujourd'hui avec un auteur de qualité. M. Mermot, comment allez-vous à Genève? Salut Martin, salut Éric, l'autre Éric, et bienvenue à tous pour cette discussion qui va se vouloir très intéressante, je pense. Effectivement, un plaisir de retrouver M. Éric Froment. Salut Éric, comment vas-tu de ton côté? Salut Martin, salut Eric. C'est un plaisir pour moi de vous rejoindre pour cette visioconférence. Excellent, merci. Éric, tu as écrit un bouquin en 2012 qui s'intitule « Les clés du renouveau grâce à la crise ». Nous avons eu l'occasion de faire quelques entrevues ensemble au fil des dernières années où on avait encore une fois exprimé nos opinions concernant la crise financière, les problématiques économiques, et ça, non seulement du côté de l'Europe, mais partout sur le globe. Donc, je trouvais pertinent de t'avoir comme invité aujourd'hui, toi qui avais déjà écrit un bouquin sur justement quelques stratégies à proposer concernant très bien la crise actuelle. Donc, je pense que tu es la bonne personne, justement, et tu as généralement une opinion très forte de l'économie, étant économiste en plus. Donc, où je veux aller avec ça, très simple pour toi, j'ai écrit un article au fil des dernières semaines mentionnant que la crise sanitaire actuelle était tout simplement un élément déclencheur, alors que nous avions déjà une crise économique qui était en sous-jacent. On peut commencer là-dessus. Es-tu d'accord avec cette affirmation-là? Absolument. Absolument. La crise actuelle n'est que l'accélérateur du basculement d'un cycle macroéconomique à un autre. Dans ce livre, Les clés du renouveau grâce à la crise, j'avais indiqué que le cycle macroéconomique qui est né en 1973 avec le choc pétrolier devait en fait se terminer assez rapidement puisque ce sont des cycles qui ont à peu près 30 ans. Les 30 glorieuses, par définition, qui ont précédé ce cycle avaient 30 ans. Le cycle de 1973, qui a connu ses heures de gloire dans les années 90-2000, devait se terminer aussi au bout de 30 ans. Mais la crise de 2008 n'a pas été traitée. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous avons une crise de 2020 dont on peut dire, est-ce que c'est une crise que nous devons appeler la crise de 2020 ou est-ce que nous devons l'appeler autrement? En fait, je crois qu'il y a deux réponses. La première, c'est oui, il y a effectivement une crise en 2020 parce qu'il y a une récession forte pardon, qui est déclenchée par la crise sanitaire, mais ce n'est que la suite de la crise de 2008 qui n'a pas été traitée. Et donc, à partir de là, il y a une double crise à gérer. Il y a la crise de 2008 qu'il faut enfin gérer et il y a la crise sanitaire qui complique les choses. Parce que peut-être une ou deux minutes, pas plus, parce qu'encore une fois, la crise sanitaire n'est qu'un déclencheur, mais quelques commentaires quand même sur cette crise sanitaire. En fait, on ne sait pas tout, loin s'en faut, sur l'origine de cette crise sanitaire, mais il y a quand même deux certitudes. Un, le virus vient de Chine. Deux, c'est un virus recombiné. Et le problème, c'est que ce n'est pas un virus recombiné, mais c'est probablement au moins deux, peut-être plus, virus recombinés. Alors, il y a une publication de l'Institut Pasteur, référence mondiale, qui explique que le virus qu'on trouve en France n'est pas le même qu'en Italie et au Royaume-Uni. Il y a une publication du laboratoire de Los Alamos qui est aussi une référence mondiale aux États-Unis et qui dit pratiquement la même chose en précisant la nature de ces différentes souches. Alors, il y a une conséquence qui me semble extrêmement importante sur les aspects économiques. C'est que le vaccin contre la grippe est un vaccin qui protège à hauteur de 30%, pas davantage. Or, ça fait des décennies que des chercheurs très compétents, avec de gros moyens, cherchent à faire un vaccin, c'est-à-dire à anticiper les mutations du virus de la grippe. Si, après plusieurs décennies, on n'est pas capable de dépasser un taux de protection de 30%, compte tenu des moyens qu'on y a mis, sur un virus qui ne fait que muter naturellement, comment est-ce qu'on peut imaginer un seul instant avoir un vaccin
faisant face à des virus qui sont de nature différente, qui sont recombinés et qui peuvent éventuellement succéder à d'autres virus recombinés. Donc, je ne porte pas de jugement sur, d'ailleurs, l'Agence nationale française, l'Agence nationale de santé française, a exprimé les choses de manière très diplomatique en disant espérer un vaccin en 2021 est très optimiste. Ça veut dire qu'en fait, c'est totalement illusoire en langage plus direct. Donc, sur le plan économique, ça veut dire la chose suivante. Ça veut dire que nous allons devoir maintenir des mesures de protection et que ces mesures de protection vont avoir des conséquences économiques. En France, un certain nombre de présidents de syndicats professionnels ont exprimé l'idée que les mesures de protection entraînaient une perte de productivité comprise entre 10 et 20%. Ils demandent en conséquence que les prix soient augmentés de 10 à 20%. Alors, d'un côté, nous aurons, et c'est un sujet que nous abordons souvent et que tu abordes souvent, mon cher Martin, dans tes vidéos, nous aurons tôt ou tard de l'hyperinflation. Là, si nous avons 15% en moyenne, ça sera une inflation forte comme nous avons connu dans les années 70, ça ne sera pas encore l'hyperinflation, mais ça sera quand même le début d'un processus. Parce que la vie va être très difficile. Nous allons avoir des prix qui vont monter pour la raison que j'ai indiquée, et nous allons avoir un pouvoir d'achat qui va baisser, puisque d'une part, aujourd'hui, un certain nombre de gens sont en chômage partiel, c'est-à-dire qu'ils sont payés à 80%, et demain, quand le chômage partiel va s'arrêter, ils vont être au chômage tout court, c'est-à-dire qu'ils vont gagner 50% de ce qu'ils gagnent aujourd'hui. Alors, ils vont être pris en étau entre l'augmentation des prix et la baisse des revenus. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, j'ouvre une parenthèse, je ne resterai pas là-dessus, mais c'est la raison pour laquelle le gouvernement a choisi le 28 juin, qui n'est pas une date normale pour des élections, parce que au mois de juin, il y a déjà des gens qui sont en vacances. Alors on nous dira qu'on peut voter par procuration, par correspondance, mais enfin, ce n'est pas très pratique. L'objectif du gouvernement, c'est de faire voter rapidement, parce que la situation sociale sera bien pire à la rentrée d'automne, quand les gens auront compris qu'ils vont être au chômage pour beaucoup, qu'il y a un risque majeur, que les prix vont augmenter. Le phénomène est attendu parce qu'on en parle quand même beaucoup, mais quand on le vit, c'est autre chose que de se dire que ça va arriver. Donc l'impact de la crise sanitaire de ce point de vue aussi est à prendre en compte parce que la conséquence économique et donc la conséquence sociale va être très forte. Je vais laisser la parole à Éric et ensuite je vais revenir aussi avec une question de mon côté. Éric, vas-y. Ouais, juste une question avant que finalement on rentre dans le vif du sujet, mais quand on parle effectivement d'augmentation des prix et également simultanément en fait de déflation ou en tout cas de baisse du pouvoir d'achat, pour ma part j'ai un peu de la peine à réconcilier ça dans ma tête en fait en disant ok, comment est-ce qu'on fait pour augmenter des prix si le pouvoir d'achat diminue et que par conséquent normalement on devrait avoir un élément de déflation qui va arriver dans l'économie. Oui, je te rejoins dans l'analyse. Simplement, quand on est dans une situation comme celle d'aujourd'hui, on a toujours d'abord une récession qui déclenche un phénomène déflationniste, sachant que les technologies modernes, les modèles économiques modernes étaient plutôt déflationnistes aussi par nature. Mais le second point, c'est qu'après cette inflation, après cette déflation, il va y avoir une grosse période d'inflation pour les raisons que j'ai indiquées, c'est-à-dire baisse de productivité, rapport de force entre l'offre et la demande qui va varier énormément, qui va être déséquilibré en permanence. On a vu, par exemple, sur les masques, des prix qui ont explosé parce que tout le monde en voulait au même moment. La vie va être très dure de ce point de vue-là. Ensuite, on a vu qu'en France, par exemple, les agriculteurs produisant de la pomme de terre ont des stocks dont ils ne savent pas quoi faire parce que les collectivités consommaient énormément de frites et les particuliers en consomment beaucoup moins. Par contre, il y a eu une explosion des achats sur d'autres produits, les œufs par exemple, la farine, parce que les gens confinés se sont mis à faire de la pâtisserie. Bon, donc il y a des changements d'habitude qui vont déclencher des phénomènes multiples, difficiles à prévoir, mais classiquement, quand on a une récession, on a
une période de déflation, mais après, on a une inflation. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que l'un des problèmes à régler, c'est la dette. La dette mondiale étant égale à 3,5 fois le PIB mondial, l'histoire montre qu'il y a 3 façons de traiter les surendettements. C'est relancer une croissance, mais là, ce n'est pas possible parce que le niveau de dette est beaucoup trop élevé. Deuxièmement, parce que les entreprises ont préféré acheter leurs propres actions, emprunter même pour payer des dividendes, qui est quand même un scandale, plutôt que d'investir dans l'innovation. Et donc, ça fait très longtemps que malgré certaines choses dont on parle beaucoup, que globalement, on n'investit pas dans l'innovation, on a pratiqué surtout l'économie de l'obsolescence, c'est-à-dire réduire la durée de vie des produits de manière artificielle de façon à ce qu'on provoque le renouvellement artificiel des achats aussi. Mais ça atteint aussi sa limite parce que on rentre dans la guerre des prix. Quand on rentre dans la guerre des prix, on baisse les prix, donc on baisse les coûts, mais on finit par surtout baisser les marges. Et donc, il y a un terme à ça, c'est une politique suicidaire. Le premier qui fait ça est gagnant, mais au bout d'un certain nombre d'années, tout le monde est perdant. Et j'en parlerai tout à l'heure si nous avons le temps. Le fond du problème est qu'il faut complètement changer de modèle économique et que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faudra du temps. Donc, en fait, nous n'aurons pas comme le souhaitent ou le prétendent certains prétendus experts qui passent à la télévision, on n'aura pas une reprise en V, parce que ça, la reprise en V, c'est une crise conjoncturelle. On aura une reprise qui va être très très lente au fur et à mesure, d'abord parce qu'il y aura des résistances, ensuite parce que il faut du temps pour changer de modèle économique. Et ça, c'est quelque chose qui va se faire très difficilement. On voit bien une demande de retour de production sur les territoires. Même le Forum économique mondial, je dis ça dans un livre à paraître, le Forum économique, mais je le dis dans toutes mes conférences en fait, le Forum économique mondial, qui est pourtant l'organisme qui a voulu la mondialisation, dit aujourd'hui que la mondialisation telle qu'elle est devenue ne correspond pas à ses objectifs. Il faut avoir ça à l'esprit pour comprendre ce qui se passe. Et alors, je disais tout à l'heure que le point de basculement était, entre les deux cycles, était au second semestre 2019. Il faut bien considérer que la nouvelle Commission européenne n'a strictement rien à voir avec la Commission européenne précédente. La Commission européenne actuelle a lancé un plan qui s'appelle le Pacte vert, peu importe. Il est dit dedans que l'objectif est que l'Union européenne soit neutre en 2050, il faut protéger l'environnement, très bien, mais il est dit aussi que désormais on privilégiera l'emploi et les entreprises. Autrement dit, et Ursula von der Leyen, alors qu'elle n'était pas encore en poste, puisqu'elle a été nommée fin juin et au mois de juillet 2019, elle a présenté son programme en disant qu'elle envisageait une taxe carbone aux frontières. Or, une taxe aux frontières, que ce soit carbone ou pas, c'était un gros mot jusque-là. C'était inconcevable. On était dans le concept de la mondialisation, tout était ouvert, l'Europe encore plus que tout le monde. Et donc, elle a brisé un tabou qui est le principe de la taxe aux frontières. Dans un contexte où Trump fait bouger les choses, on voit bien qu'il n'y a pas que l'Union européenne qui change de ce point de vue-là. C'est un phénomène qui va être mondial. Et le Forum économique mondial, dont je parlais tout à l'heure, a publié certains articles disant que pour les pays développés comme pour les pays émergents, la solution était de produire sur place. Parce que, et ça, cette phrase-là est formidable de la part du Forum économique mondial, le vouloir disposer d'une usine mondiale est maintenant obsolète. De la part du Forum économique mondial, c'est quand même extraordinaire d'entendre ça, parce qu'il y a 20 ans, ce n'était pas du tout le thème. Et il y a eu dans Le Monde, journal de référence en France, une tribune publiée, écrite par 90 grands patrons français, qui ont demandé une relance décarbonée, en privilégiant tout ce qui avait été jusque-là défini comme prioritaire, c'est-à-dire le bâtiment, la mobilité, comme on dit aujourd'hui, qui doit être décarbonée,
Et puis, ils ont dénoncé le fait que les chaînes de valeur, les chaînes d'approvisionnement mondialisées étaient extrêmement vulnérables. Alors, ça aussi, c'est un retournement à 180 degrés, parce que les mêmes patrons, il y a 10 ans, voire beaucoup moins que cela, disaient que la chaîne d'approvisionnement mondialisée permettait d'avoir les coûts les plus bas et que, par définition, c'était l'objectif. Or, aujourd'hui, on ne considère plus les coûts les plus bas, quelles que soient les externalités négatives que cela provoquait. On considère l'ensemble du cycle de vie d'un produit et on considère qu'il faut gérer les externalités négatives. C'est un changement de paradigme, comme on dit maintenant, qui est absolument essentiel. Donc, si ceux qui ont voulu la mondialisation ne la veulent plus, il faut en tenir compte, parce que là, c'est pas, on ne peut pas se contenter de mettre une étiquette populiste, souverainiste ou autre chose. C'est un phénomène qui est déclenché par ceux qui ont voulu la mondialisation et qui n'y trouvent plus leur intérêt. Il faut bien comprendre ça. Alors, est-ce que c'est la fin de la mondialisation? Je dirais oui et non, parce que d'abord, les grands mots sont toujours dangereux parce que ce sont des caricatures. Mais ensuite, c'est plutôt la fin des excès de la mondialisation, parce qu'il faut tenir compte de deux révolutions qui ont eu lieu, la révolution des transports et la révolution des télécommunications. C'est quand même formidable d'être en contact avec toi, mon cher Martin. C'est vrai aussi avec Eric, mais Eric étant un voisin à Genève, Paris, nous ne sommes pas loin. Et toi, en Colombie-Britannique, tu es beaucoup plus loin et nous avons le plaisir de te voir et de t'entendre exactement comme si nous étions dans la même pièce. Bon, ces deux révolutions des transports et des technologies de l'information ont changé le monde et ça ne va pas, on ne reviendra pas en arrière. Mais pour autant, on va supprimer les excès de la mondialisation, c'est-à-dire ce que je qualifiais tout à l'heure de recherche du coût comptable le plus bas, où qu'il soit dans le monde, quelles que soient les externalités. Tout le monde sait aujourd'hui que les conditions des ouvriers dans les pays à bas coût sont absolument épouvantables. Tout le monde sait que cette recherche du coût le plus bas a créé un semblant de pouvoir d'achat supplémentaire pour les Occidentaux, mais que ça a aussi généré un chômage considérable qui a entraîné une baisse de pouvoir d'achat et que finalement, la révolte des Gilets jaunes ou d'autres révoltes dans le monde sont des révoltes qui sont liées à ça. D'ailleurs, Antonio Guterres, qui est tout de même secrétaire général de l'ONU, a fait un discours, a envoyé un message à tous les dirigeants du monde au mois d'octobre, je crois, de l'année dernière, 2019, en disant il est temps d'écouter les vrais problèmes des vrais gens et en parlant des inconvénients terribles de la mondialisation. Donc là aussi, que ce soit un organisme aussi mondialisé et mondialiste que l'ONU, on voit bien qu'il y a un changement de paradigme parce qu'on s'aperçoit que en fait, on est allé trop loin. Mais je dirais que c'est un classique dans l'histoire du monde. On a des cycles. Chaque cycle a pour but d'effacer les excès du précédent. Ensuite, malheureusement, en général, il crée ses propres excès et il faut un nouveau cycle pour faire la même chose, c'est-à-dire effacer les excès du précédent et ainsi de suite. Je ne suis pas sûr que l'homme soit capable de mesure et donc il passe d'un excès à l'autre. Voilà. Bon. Je voudrais rebondir sur 2 points. Premièrement, tu as parlé d'un retour en V. Que bon, on a vu que les médias, puis les gens qui sont spécialisés au niveau économique, les têtes dirigeantes, que ce soit les Christine Lagarde et autres, nous ont parlé justement que oui, l'économie va se redresser rapidement, tout va bien se dérouler. Ce que nous sommes en mesure de voir actuellement, c'est que oui, il y a un retour en fait en V qui se fait sur le marché de la bourse. Mais encore une fois, on voit qu'il y a aucune relation, en fait, avec l'économie de la rue, en fait, qui, elle, n'est pas en train de faire un V-shape recovery lorsqu'on le mentionne en anglais, versus le marché boursier, qui, lui, spécule que tout va bien aller dans le courant des prochaines semaines. Ce qui m'amène justement à ma question suivante pour toi, Éric. À l'interne, chez Emeute, avec Éric Mermeau, moi et Patrick, nous avons fait des analyses. Comme tu le sais, nous faisons de l'analyse fondamentale. Et lorsqu'on regarde le contexte économique, nous avons la croyance que la fin de l'année risque d'être relativement difficile.
Au niveau économique, je parle, au niveau des entrepreneurs, au niveau des entreprises et ainsi de suite. J'ai pu comprendre à travers les dernières minutes que c'est, puis soyons conscients ici hein, qu'on n'a pas discuté ensemble depuis plusieurs mois déjà, mais tu sembles être dans la même ligne parce que tu as mentionné il y a quelques instants que tu t'attends potentiellement à des débordements vers quoi, septembre, octobre? Oui, je pense qu'il va y avoir une prise de conscience à la rentrée, après les vacances, du fait que le passage du chômage partiel, qui a été perçu au départ comme une solution pour traverser la crise, allait prendre un caractère beaucoup plus durable, dans la mesure où, selon une dernière étude, 22% des dirigeants d'entreprise considèrent qu'ils vont devoir licencier à hauteur, en gros, plutôt de cela, 22%. Alors, ça va dépendre des secteurs. Il y a, dans le secteur de la communication, de l'événementiel, il va y avoir 40% de licenciements. Dans d'autres secteurs, il y aura 5% ou 0. Bon, c'est très variable, évidemment, comme toujours. Mais il y a déjà, je crois, 17% de chômage aux États-Unis, ce qui est un record. En Europe, nous avons un système d'amortissement qui fera qu'on n'atteindra probablement pas ces taux-là, mais ça va quand même être des taux extrêmement élevés. Et surtout, je pense que nous allons avoir aussi un fonctionnement accéléré de la planche à billets, parce que pour acheter la poste sociale, il va falloir déverser pas mal d'argent et que ça va entraîner, bien entendu, l'inflation dont nous parlions tout à l'heure. Et on arrivera à l'hyperinflation, très logiquement, parce que, en fait, il y a, je le disais tout à l'heure, mais en fait, nous avons continué sur le premier thème, il y a trois, dans l'histoire nous montre qu'il y a trois solutions pour résoudre un problème de dette majeur. La croissance, mais nous avons vu que ce n'était pas possible parce que il faut changer le système complètement et ça prend du temps, et qu'on n'a pas fait d'innovation, donc on n'a rien préparé. L'extraordinaire expansion des Trente Glorieuses est malheureusement d'un certain point de vue due à la Seconde Guerre mondiale parce que en temps de guerre, on innove énormément parce que les enjeux sont énormes. La deuxième option, c'est la guerre. Je ne crois pas à la Troisième Guerre mondiale pour un ensemble de raisons, parce que je crois qu'il y a beaucoup de paramètres qui ont changé. Néanmoins, je n'exclus pas qu'il y ait quand même quelques conflits armés avec la Chine, parce que la volonté de puissance de la Chine entraîne nécessairement une réaction. Mais je pense que ça sera beaucoup plus localisé que la Troisième Guerre mondiale qui est envisagée par certains. Et la troisième solution, c'est l'hyperinflation, parce que c'est un impôt qui ne dit pas son nom et qui permet de prendre de l'argent à tout le monde, sachant qu'on sait bien que la question de fond, quand il y a une énorme dette, c'est qui va payer et comment est-ce qu'on peut faire passer la patate chaude à quelqu'un d'autre. Si le Japon est en crise depuis les années 90, c'est parce que les dirigeants n'ont pas voulu payer leurs propres fautes et qu'ils ont cherché les moyens de transférer la charge à ceux qui sont en dessous. Le problème, c'est que 20 ans après ou 30 ans après, c'est toujours pas résolu. Donc on sait que… Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu non plus d'hyperinflation, parce qu'en fait, il faut de l'hyperinflation pour résoudre le problème si on ne prend pas à ceux qui ont véritablement été à l'origine de la crise. Donc je pense en effet qu'on va avoir un problème social lié à la récession, que nous allons avoir un problème d'inflation. Alors l'inflation va commencer cette année, mais je pense que l'hyperinflation sera plutôt pour 2021 ou 2022. Mais ça fait déjà beaucoup et la prise de conscience d'une situation qui risque de durer va peser sur les esprits. Monsieur Mermot? Je remets en marche mon micro. Par rapport à justement ces questions d'inflation et en fait finalement de savoir où va aller le capital à partir du moment où il a déjà été partiellement produit par les banques centrales, mais on va continuer probablement dans ce sens-là. J'ai deux choses. La première chose, c'est qu'est-ce que tu penses en fait d'une inflation en fait du prix des actifs qui permettrait évidemment de gonfler le prix des collatéraux artificiellement pour ensuite pouvoir refinancer en fait l'économie. Premier point, en lien avec le taux d'intérêt négatif en l'état. Hein. Et la deuxième partie de la question, c'est pour quelle raison est-ce qu'un défaut de paiement dans certaines parties de l'économie, même y compris étatique, ne peut pas être possible? Alors,
Je commence par la deuxième peut-être. Je pense que si, les défauts de paiement auront lieu. Simplement, la ligne directrice, je pense, de nos dirigeants, ça sera de faire en sorte que tout ça soit contrôlé. C'est-à-dire pas de choc majeur, parce que choc majeur voudrait dire perte de contrôle. Mais il y aura des défauts de paiement parce que c'est quasi indispensable. Simplement, il s'agira de choisir aussi qui va payer, donc qui on place en défaut de paiement, compte tenu du fait qu'un défaut de paiement à l'égard d'une personne va entraîner, une personne morale ou physique, peu importe, va entraîner un défaut sur d'autres. Il y a une réaction en chaîne, donc il va falloir choisir qui on met en défaut et qui on ne met pas en défaut. Sur la première question, le prix des actifs. Alors, je pense effectivement que le prix des actifs va paradoxalement monter, alors qu'en réalité, ils devraient être dévalués, puisqu'ils sont surévalués aujourd'hui, mais ils vont monter de manière faciale, alors qu'en réalité, ils vont se dévaluer en valeur réelle, tout simplement parce que la monnaie va se dévaluer. Et c'est pour ça que la seule façon de se protéger, c'est quand même soit d'avoir des métaux précieux, bien sûr, soit, je ne suis pas compétent pour parler du Bitcoin, donc je vous laisse le soin de le faire, soit de choisir d'autres actifs. Par exemple, dans l'immobilier, on dit que l'immobilier risque de chuter d'une part, que d'autre part, il y a une bulle. Je pense que dans les grandes villes, il y a une bulle, mais l'une des conséquences de la crise sanitaire, c'est qu'un certain nombre de gens ont goûté au télétravail, ont trouvé que c'était finalement assez agréable, que le pratiquer permet d'habiter dans des zones beaucoup moins chères, beaucoup plus agréables que les centres-villes, et donc finalement ils sont partants pour ce télétravail. Ce qui fait que les locaux commerciaux vont connaître une grande crise. Par contre, les locaux privés vont dépendre de l'emplacement, c'est-à-dire que dans les grandes villes, il va y avoir un problème immobilier, mais je dirais que le prix va baisser, mais pas trop. Par contre, dans les villes moyennes, ça va sans doute monter parce que les gens vont trouver du confort et des prix beaucoup plus attractifs. Et, par contre, ce dont les gens ne se rendent pas compte aujourd'hui, c'est que cette mode du télétravail, et je trouve que le télétravail nous apporte beaucoup d'avantages, mais je crains que ça se termine aussi par la transformation de salariés en prestataires extérieurs, c'est-à-dire que les salariés deviennent des variables d'ajustement, un peu comme aux États-Unis où on engage et on embauche et on licencie comme ça du jour au lendemain, dans la minute. Bon, c'est-à-dire que ce genre de situation permettrait à des entreprises de sortir des contraintes légales, notamment du système français. Tu diras pour le système suisse, Eric, ce que tu en penses. Je connais évidemment moins que toi, mais en général, en Europe, il y a quand même un certain nombre de protections. On voit bien tous les efforts qui ont été faits par certains pour transformer des salariés en prestataires extérieurs qui sont des variables d'ajustement du jour au lendemain. Tu parlais tantôt de sélection entre qui est en défaut et qui ne le sera pas. Et j'ai trouvé quand même relativement pertinent que tu amènes le point, Éric. Pourquoi? Parce que ce que nous voyons en Amérique du Nord, et vous me direz si je me trompe par rapport à l'Europe, mais de notre côté, les gens qui gouvernent ont fait le choix d'offrir ce qu'on a appelé des services essentiels, donc de maintenir les épiceries, les quincailleries, et ainsi de suite, ouvertes. Fondamentalement, ce qui s'est produit, c'est quoi? C'est que les petites et les moyennes entreprises sont demeurées fermées, mais par contre, on a laissé les grandes surfaces continuer de fonctionner pendant la période de crise sanitaire. Par le fait même, on comprend aussi qu'on vient créer une problématique de concurrence absolument déloyale. On a ouvert la porte, évidemment, à ces grandes multinationales-là, qui, bien entendu, sont des amis du pouvoir, on s'entend. Eux ont continué de faire du business. En tant que consommateur, on n'avait pas le choix que d'aller uniquement faire du business avec eux, alors que tous les autres locaux, eux, étaient fermés. Je crois qu'on a déjà fait le choix de qui était pour survivre et qui ne l'était pas. Donc, toi qui es spécialiste en entreprise,
et que tu as assisté plusieurs entrepreneurs au fil de tes années d'expérience, qu'est-ce qu'on peut présenter ou quelle est une des solutions qui peut être envisagée pour justement les mom and mom and pop shop, les petites entreprises, les moyennes entreprises, comment vont-elles pouvoir procéder pour survivre dans un environnement tel que nous le vivons actuellement? C'est toujours la même solution. Il faut innover. C'est pas toujours facile, mais il y a énormément de restaurants qui étaient censés être fermés et qui sont restés en grande partie fermés et qui se sont mis à faire de la vente à emporter. Parce que dans la vente à emporter, il n'y a pas de contact, il n'y a pas de personnes qui sont assis l'un à côté de l'autre à la table. Ces restaurants-là ont survécu parce qu'ils ont eu une activité, un chiffre d'affaires sans doute inférieur, mais qui finalement leur a permis de traverser la crise. Et puis, au moment où Uber, par exemple, Deliveroo sont en difficulté, parce que d'une part, ils ont été recadrés sur le plan légal, d'autre part, ils ont préféré considérer que finalement, il valait mieux licencier 7000 personnes que de continuer de prendre des risques. Eh bien, il y a des places à prendre parce qu'il y a aussi un rejet, en tout cas, je parle de la population française, là aussi, chacun dira ce qu'il pense de ce qu'il connaît, mais il y a aussi un rejet de la population française, par la population française, d'entreprises qui sont perçues comme asociales. En fait, Uber est très mal vu parce que tout le monde sait que les entreprises de livraison comme Uber, Deliveroo, Uber Eats sont des entreprises qui gèrent très mal le personnel. Personnel qui est aussi une variable d'ajustement qu'on fait travailler dans des conditions extrêmement difficiles. Donc, je crois que les esprits sont en train d'évoluer extrêmement vite. Je pense que le fait que les gens se soient mis à faire de la pâtisserie pendant le confinement n'est pas banal, parce que pendant ces dernières décennies, les femmes se sont mises à travailler, elles ont acheté des plats préparés pour gagner du temps, et on n'a jamais vendu autant de machines à pain en France. Parce que les gens se remettent à faire leur pain, parce qu'ils savent que le pain n'est pas toujours bon dans les boulangeries, parce qu'il faut payer cher un pain qui est correct. L'anti-gluten, là, le pain sans gluten, c'est véritablement une arnaque, parce qu'en fait, on rajoute c'est pas exactement du gluten, mais peu importe, on rajoute des protéines pour augmenter ce qu'on appelle la force, le terme m'échappe, mais la force panetière, c'est-à-dire que le pain gonfle davantage et il gonfle plus vite si on augmente le taux de protéines. On fait donc des pains beaucoup plus rapidement, donc on gagne sur le temps de cuisson, sur le temps de main-d'œuvre, mais c'est beaucoup plus difficile à digérer. Alors, les gens soit évoluent vers les pains plus haut de gamme, soit ils font leur pain eux-mêmes, parce que le haut de gamme, c'est bien, mais il faut le payer. Alors, tant qu'on gagne plus à la fin de l'année qu'au début, tout va bien, mais si on gagne moins, eh bien, on change de système. Un gros merci. Écoute, Monsieur Mermeau, pour compléter l'entrevue d'aujourd'hui, est-ce que tu as quelques questions en finale? Je voulais juste évoquer une chose, peut-être que Eric va abonder dans mon sens, mais quand on parle de cycles qui se perpétuent, on va dire, ou en tous les cas on a des générations qui se suivent. On a une théorie des générations qui est assez intéressante par Monsieur Strauss et Howe, qui sont des Américains qui ont décrit en fait un certain nombre de phénomènes qu'ils ont observés depuis la création depuis on va dire la colonisation de l'Amérique du Nord. Et en fait, ce qui est intéressant dans le phénomène actuel, c'est qu'on a effectivement un récit qui change, où on a la génération des milléniaux, donc des gens qui sont nés à partir de 1984 environ, qui ont des velléités en fait communautaires et des velléités de gestion des ressources qui sont complètement différentes des générations précédentes. Et ça c'est intéressant d'observer ce récit en fait, on va dire dans la politique et dans l'économie, parce qu'effectivement, ça amène quelque part, et de manière assez,
j'allais dire drôle, mais enfin, c'est pas vraiment drôle, mais toujours est-il qu'on a un discours qui s'est développé durant les 10 dernières années qui était qu'on veut moins travailler, on veut plus de sens en fait dans notre travail, on veut moins de gaspillage. Et en réalité, la crise sanitaire a amené exactement cette situation, c'est-à-dire une situation de décroissance économique. Et maintenant, la population va vivre effectivement ce qu'est réellement qu'une décroissance économique. Donc voilà, je voulais juste faire cette remarque par rapport au contexte qui me semble intéressante. Et puis, eh bien sinon, je pense que j'ai fait le tour par rapport à ce que je voulais dire. Alors, tu viens de dire plusieurs choses extrêmement intéressantes. J'espère que je vais me souvenir de tout. Sinon, n'hésite pas à me rafraîchir la mémoire. Le dernier point, c'est le dernier point sur lequel j'aurais voulu revenir très vite. Tu as parlé de décroissance. En fait, là se pose la question de ce qu'on met dans les mots. Parce que l'idée qu'il faut produire plus, vendre plus pour être plus heureux est quelque chose qui n'est pas exact. Surtout si on rentre depuis Bernard London, qui a publié en 1932 dans une brochure en tête de l'Université du Minnesota, Ending the Depression Through Planned Obsolescence, c'est-à-dire terminer la récession, la crise, grâce à une obsolescence programmée. Ça veut dire qu'on a lancé ce qu'on a appelé depuis l'économie de l'obsolescence, provoquer une réduction artificielle des durées de vie des produits pour obliger les gens à renouveler les achats. Et ce n'est pas le chiffre d'affaires qui nous fait vivre, c'est la valeur ajoutée. Et quand on achète, les financiers ont déséquilibré la vision de l'économie en donnant la priorité aux flux, en ne considérant plus que les flux. Alors qu'en fait, il y a une notion qui est extrêmement importante, c'est le patrimoine. Un hôtelier qui n'est pas propriétaire de ses murs doit d'abord et avant tout payer son loyer. Et s'il n'a plus de clients, il est vite en dessous de son point mort. Et à ce moment-là, il meurt, économiquement parlant, et donc socialement aussi. S'il est propriétaire de ses murs, eh bien, il a des frais, évidemment, il paye des impôts immobiliers, fonciers, etc. Mais le point mort est beaucoup plus bas. Et donc, il est beaucoup plus résilient, comme on dit maintenant. Donc, là encore, il y a cette notion de patrimoine qui est extrêmement importante. Et quand on est propriétaire d'un camion qui fait 1 million de kilomètres, enfin qui est fabriqué pour parcourir 1 million de kilomètres, on a beaucoup plus de valeur pour soi que si on achète une voiture qui, dans les meilleures marques, parcourt 200 000 kilomètres. Donc là, il y a une notion de patrimoine qu'il ne faut pas oublier et il ne faut pas considérer que les flux, ce que ne font que considérer les financiers. Bon. Le deuxième point, c'est que donc ce n'est pas seulement le chiffre d'affaires qui nous fait vivre, c'est la valeur ajoutée. Je sais bien qu'il faut un chiffre d'affaires pour avoir une valeur ajoutée, mais peu importe le chiffre d'affaires, d'un modèle qui est le modèle que je promeux dans le livre de 2012, l'économie de fonctionnalité, qui est la vente de l'usage, typiquement le chiffre d'affaires baisse, mais la marge augmente, la valeur ajoutée augmente. Et donc, on est effectivement plus riche. Donc, qu'est-ce qui nous fait vivre? Qu'est-ce qui nous donne le bien-être, la richesse, the wealth en anglais? Le bien-être, c'est la valeur ajoutée, ce n'est pas le chiffre d'affaires. Donc, s'il y a des croissances de chiffre d'affaires, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'il y ait croissance de la valeur ajoutée, parce que ça, c'est la croissance du bien-être. C'est, je crois, le point très important qu'il fallait mentionner. Alors, sur le premier point dont je me souviens, c'est-à-dire l'évolution des générations, je voudrais mentionner une déclaration de la Commission européenne qui date de cette semaine, d'avant-hier, je crois, et qui était, si ma mémoire est bonne, nous avons sacrifié, alors c'est pas dit comme ça, mais c'est ce que ça veut dire, et éventuellement je vous enverrai le texte exact. Nous avons sacrifié une génération par notre inflexibilité budgétaire lors de la crise de 2008, et il n'est pas question de sacrifier une nouvelle génération. Nous n'allons donc pas poursuivre les États membres qui ne respecteront pas les critères de rigueur budgétaire.
ça, c'est aussi une réponse à la question que tu me posais, même si tu ne l'as pas posée sous cette forme-là, parce que effectivement, alors ça veut dire aussi que bien sûr, c'est la porte ouverte à la planche à billets, donc à la solution de la dette par l'hyperinflation, mais c'est aussi parce qu'aujourd'hui, on sait bien que la réaction sociale risque d'être forte, soit parce qu'il y aura des manifestations, soit parce qu'en effet, les gens vont s'adapter. C'est-à-dire que la révolution, je pense, ne se fera pas par quelques excités qui vont mettre des têtes au bout d'une pique, elle se fera par le bas, c'est-à-dire que chacun dans son coin, ne considérant plus du tout les dirigeants actuels et quand je parle de dirigeants actuels, je ne parle pas seulement du gouvernement, je parle de plein de gens qui sont effectivement la main sur les manettes, hein. Ils considèrent qu'il n'y a rien à attendre d'eux, sauf si on les change bien entendu, et donc ils vont prendre des décisions à leur niveau. Il y a les gens qui font du télétravail en ayant acheté une maison dont ils ont voulu un jardin pour avoir un minimum de plantations agricoles pour assurer une certaine indépendance alimentaire, avec un toit qui leur permet de mettre des capteurs solaires ou des panneaux solaires photovoltaïques, peu importe, pour faire de l'eau chaude ou de l'électricité. En gros, l'idée de beaucoup de gens, c'est d'avoir une unité totalement autonome, parce qu'ils pensent, ils intuitent que la situation va être très dure pendant les années à venir. Et donc, ça, c'est un signe extrêmement fort. Moi, je vois des jeunes qu'on pourrait prendre pour des écolos un peu Étourdi. oui, je sais pas le bon mot, je cherche, mais enfin, c'est un peu ça quand même. Bon, disons, un peu déconnecté des réalités. En fait, quand je regarde de près, pas du tout. D'abord, ce sont des gens qui ont un niveau. C'est pas parce qu'on a fait des études qu'on est particulièrement brillant, hein, mais néanmoins, ce sont des gens qui réfléchissent, qui ont des postes d'observation importants. Et finalement, on s'aperçoit qu'ils ne croient plus du tout dans le système actuel pour les protéger, pour améliorer leur situation. Et ils se mettent à fabriquer leur lessive eux-mêmes, pour avoir des produits plus protecteurs de leur propre santé. Ils se mettent à fabriquer leur pain et ils se mettent à avoir un lopin de terre quelque part en se disant si jamais ça saute sur le plan social, éventuellement une guerre intérieure, si vous voyez ce que je veux dire, ça peut très bien arriver aussi parce qu'il y a des armes dans les banlieues. Donc tout ça, ils intuitent tout ça et ils affichent des opinions qui sont très variables, qui vont de l'extrême gauche à l'extrême droite en passant par l'extrême centre, mais il y a une idée, il y a l'idée qu'il faut trouver une solution à son propre niveau, au niveau du citoyen lambda. Et ça, c'est vraiment un phénomène majeur dont je pense que des dirigeants intelligents comme ceux du Forum économique mondial ont parfaitement conscience, comme Laurence Fink ou Ray Dalio ont parfaitement conscience, mais il y a des gens qui sont à des niveaux plus bas et qui n'ont absolument rien compris ou qui ne veulent pas comprendre. Et bon, notamment un certain nombre de journalistes qu'on voit sur les plateaux et qui pensent qu'il suffit de dire que rien ne changera. On entend des gens aujourd'hui qui disent consommer, consommer, il y a trop d'épargne de précaution, les Français ont fait de l'épargne de précaution pendant le confinement, il faut qu'ils dépensent tout maintenant parce que ça va repartir. Je pense que si les gens ont fait de l'épargne de précaution, c'est pas seulement parce qu'ils n'ont pas pu acheter, c'est parce qu'ils se disent que les mois et les années à venir vont être difficiles. Clair. Écoute, tes propos sont super pertinents, Éric. Merci encore d'avoir été des nôtres avec nous aujourd'hui. Si tu le permets, écoute, je suis quand même limité dans le temps. J'aimerais faire peut-être une deuxième partie à cette vidéo-là. Si ce n'est pas la semaine prochaine, ça sera peut-être dans les jours suivants. J'aimerais t'entendre tout ce qui est relié à la possibilité, en fait, d'un revenu universel. Je crois que les gens ont un intérêt à avoir peut-être ton opinion sur ce sujet-là. Justement, la gestion de crise que nous avons vue au niveau étatique, les séparations, la rupture qui se présente potentiellement dans les pays de l'Europe aussi. L'Italie en a plein le dos, la France aussi. Je pense que là, on est en train de voir justement là,
la Commission européenne qui subit les conséquences de ces politiques. Est-ce que tu serais d'accord pour faire une autre entrevue avec nous au fil des prochains jours, Éric? C'est toujours un plaisir d'être en relation avec vous deux. Et Patrick, je pense à Patrick aussi qui nous écoutera, même si aujourd'hui il a un empêchement. Ce sera avec plaisir. Super. Écoute, je vais recommuniquer avec toi dans les prochains jours. J'aimerais ça qu'on poursuive notre discussion. J'ai la conviction aussi qu'Éric est tout à fait d'accord avec ça. Super. Écoutez, un gros merci à vous deux pour être avec nous aujourd'hui. Je crois que c'est encore une fois une belle entrevue qui permet d'ouvrir certaines lumières dans la tête des gens et qui vient encore une fois confirmer nos positions à nous-mêmes par rapport justement à ce qu'on risque de voir se produire à la fin de l'année. Ça fait partie de notre constat à nous aussi, du côté d'Éric Mermeau et moi. Donc, écoute, Éric, on revient là-dessus, on fait une autre entrevue. Merci à tous d'avoir été des nôtres. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à partager la vidéo sur vos différents réseaux sociaux. Joignez-vous à nous chez Emeute. Un plaisir de vous retrouver. Bonne fin de journée tout le monde. À bientôt. Avec plaisir. À bientôt. Bonne soirée. Salut.